Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous avez une maxime des bureaucrates allemands et des services secrets alliés, c'est, je cite, « Ce qui n'est pas dans les archives n'a pas eu lieu ». Alors, la vraie question, parce que bon, on parle, mais l'explosion à Ohrdruf en mars 1945 a-t-elle eu lieu ? Le test a-t-il été réel ? Avait-il une portée nucléaire ? Bon, vous avez compris, les preuves sont là. Les isotopes dans le sol, les documents soviétiques, les témoignages allemands, et pourtant, pendant plus d'un siècle, rien, silence, oubli, effacement total. La vérité, c'est pas toujours ce qui est établi, vous voyez. C'est aussi ce qu'on choisit de ne pas voir. Et cette vérité-là, celle d'une Allemagne nazie qui est parvenue à frôler finalement la bombe atomique, a été méthodiquement neutralisée par tous, d'ailleurs, des deux côtés, pour des raisons différentes, mais avec la même efficacité. Dès les derniers mois de la guerre, les signes de dissimulation se multiplient. En avril 1945, alors que les troupes alliées s'approchent, les archives les plus sensibles sont détruites. Les documents du Reichswaffenamt disparaissent, ceux de la SS aussi. Le professeur Gerlach, dernier coordinateur officiel du projet nucléaire, oublie soigneusement certaines réunions dans son agenda, notamment celle du 22 mars 1945, jour où il se rend à Berlin pour, selon des documents saisis plus tard par les Américains, rendre compte à Bormann de l'état du projet. Autre exemple, la société Auer Gesellschaft, fournisseur principal d'uranium, continue de parler de métal spécial jusque dans les rapports internes. Les ouvriers ne savent pas ce qu'ils manipulent. Les dirigeants eux-mêmes ignorent à quoi sert ce métal une fois livré. Vous voyez, le compartimentage, si j'ose dire, est total. Même dans les laboratoires, les physiciens ne savent pas toujours qu'ils travaillent sur une arme. Ils analysent des isotopes, ils calculent des pressions, ils optimisent des formes de charge. Bon, j'imagine qu'ils ne se doutent pas qu'ils sont en train de fabriquer des chaises, mais ils n'ont pas de vision d'ensemble. Personne ne va aller relier les points. Il ne faut pas oublier, encore une fois, vous avez la SS derrière. En tout cas, personne ne relie les points, ou en tout cas, personne n'a le droit de le faire. À la fin de la guerre, les Américains mettent la main sur une partie du savoir scientifique allemand, c'est l'opération Paperclip. Vous avez des centaines de savants, je vous le rappelle, dont Werner von Braun, qui sont exfiltrés vers les États-Unis pour continuer leurs recherches. Officiellement pour l'aéronautique, en réalité pour tout ce qui touche à la haute technologie militaire, y compris le nucléaire. Mais ce transfert s'accompagne, j'en avais déjà parlé, d'un verrouillage narratif. Le projet Manhattan a triomphé. Les Américains sont les seuls à avoir construit et utilisé la bombe. Toute autre histoire, surtout si elle émane d'un pays vaincu et détesté comme le Reich nazi, devient une menace pour la légitimité de cette victoire scientifique. Donc il faut clore le dossier allemand. Et on va s'y employer. Le 6 août 1945, à Farm Hall, lorsque les physiciens allemands internés apprennent la nouvelle d'Hiroshima, leurs conversations sont dès lors enregistrées. On les croit surpris, déstabilisés. C'est l'événement central du récit. S'ils sont surpris, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Mais on oublie que ces scientifiques-là, Heisenberg, von Weizsäcker, n'étaient pas, encore une fois, au cœur du projet parallèle. Ils étaient, eux, dans la lumière, pas dans l'ombre. Et pendant ce temps, les Schumann, Dibner et Trinks et consorts ont disparu, évaporés, interrogés, parfois réduits au silence. On n'en parlera plus. L'Union soviétique, de son côté, ne fait pas exception. Elle aussi, elle récupère ses savants allemands. Elle aussi, elle intègre à son programme. Mais là encore, aucune reconnaissance. Si l'URSS a eu la bombe en 1949, c'est grâce et uniquement grâce à la volonté de Staline et au génie du prolétariat, pas à l'héritage scientifique du Reich, bien entendu. Les rapports de 1945 sont classés, les témoignages sur Ohrdruf enterrés, les volumes internes du Kurchatov Institute ne seront publiés qu'en 2002, et encore en nombre limité dans un contexte post-soviétique beaucoup plus permissif. Mais le silence de l'époque, finalement, est assourdissant. La vérité ne doit pas troubler l'ordre idéologique. Et vous avez la création d'un mythe commode, les bons savants allemands.
La légende d'Eisenberg, vous savez, celle d'un savant patriote, mais prudent, nationaliste, mais humaniste, qui aurait freiné le projet pour empêcher Hitler d'avoir la bombe. C'est un héros ambivalent. Cette légende est née tout simplement dans les années 50 et elle trouve un écho considérable en Allemagne de l'Ouest, qui cherche évidemment à réhabiliter son intelligentsia scientifique sans sombrer dans la culpabilité à outrance. Elle est relayée par des auteurs comme Robert Jungk, qui dans Brighter Than a Thousand Suns donne la parole aux scientifiques eux-mêmes, sans recul, sans aucune contradiction bien sûr. Et peu à peu, cette version s'impose. Les savants allemands n'ont pas échoué, ils ont choisi d'échouer. Ils ont sauvé l'honneur de la science. Voilà le récit acceptable, un récit moral, rassurant. Et puis tant pis s'il est faux, en tout cas très incomplet. C'est ce que j'appelle l'amnésie organisée, si vous voulez. Et du coup, le test d'Ordroof n'a pas de monument, n'a pas de plaque, n'a pas de film, n'a donc pas de mémoire. En RDA, il est évoqué brièvement par des journalistes dans les années 60. Mais quand il commence à relier les événements à un certain Heinrich Lübke, futur président de la République fédérale, ex-ingénieur affecté aux travaux souterrains de la région, le ministère de la Sécurité d'État intervient, le dossier est confisqué, l'affaire étouffée. Pour les plus jeunes d'entre vous, RDA, République démocratique allemande, c'est l'Allemagne de l'Est. Pour ceux qui n'auraient pas connu. En Allemagne réunifiée, cette histoire devient gênante, trop ambiguë, trop politique, trop chargée peut-être. Alors on l'oublie, et puis on se moque. On va se moquer des complotistes. On renvoie Karlsch à ses archives, on refuse les analyses de sol, on dénonce une réécriture de l'histoire. Mais les faits, désolé de vous le dire, les faits sont têtus. L'explosion de mars 45 n'a pas seulement laissé des traces dans le sol, elle a laissé une faille aussi dans la mémoire, une question suspendue. Et une certitude, l'histoire de la bombe ne commence pas uniquement à Los Alamos. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.